Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de l'actualité de notre média, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Écrivez-nous, parlez des déviations autour de vous et dites-nous que vous nous aimez. Les Déviations est un média indépendant et nous avons besoin de votre soutien. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Je viens d'une famille classique, on va dire, de classe moyenne inférieure, je dirais, avec 2 parents fonctionnaires. J'ai eu une enfance heureuse. On avait un grand jardin, j'en parle dans le livre, et j'ai beaucoup de souvenirs de ce jardin et d'aventures avec mon frère dans ce jardin qui me sont revenus après le stage de surf, justement. Je me suis aussi souvenue, ça c'est assez fou quand même, quand j'avais 8 ans, avec mes parents, on est partis en camping dans les Landes, et c'était assez exceptionnel parce qu'on partait pas vraiment beaucoup en vacances, et j'avais oublié ces vacances-là. J'ai pas été guidée par ce souvenir en partant, mais je m'en suis souvenue une fois installée dans les Landes. Et donc je me suis installée quand même à quelques kilomètres d'un camping où j'avais eu des très bons souvenirs quand j'avais 8 ans. Et j'avais assisté à une compétition de surf et ça m'avait beaucoup marqué. Donc je m'étais laissé quelque part des indices et j'avais une copine au camping et je me souviens lui avoir dit que moi je voudrais avoir cette vie-là et que j'aurais jamais une vie dans les bureaux, etc. Avant de tout quitter, Anaïs Vanel avait déjà une histoire de déracinement ancrée en elle, puisque ses parents l'ont adoptée quand elle avait 3 mois. Jeune éditrice à Paris depuis ses 22 ans, Anaïs a eu très tôt le sens des responsabilités, du travail bien fait, de l'ambition. Puis après un stage de surf à Hossegor, c'est une révélation. Elle veut faire du surf, se reconnecter à son corps. Un jour, elle rend son appart, enfonce sa vie et ses affaires dans un coffre de voiture, un berlingot très exactement, et part s'installer à Hossegor, laissant derrière elle 10 ans de sa vie. Elle le raconte dans le livre Tout quitter, qui sortira le 25 septembre chez Flammarion. Bonjour Anaïs. Bonjour Laurence. Ton livre commence par « Un jour, j'ai acheté un berlingot, j'ai mis quelques cartons dans le coffre et je suis partie ». Est-ce que c'est aussi simple que ça, de tout quitter ? Alors, il y a plusieurs étapes, plusieurs déclics, comme j'aime à le dire, mais à ce moment-là, oui. À ce moment-là, c'est simple de tout quitter. C'est plutôt l'avant et l'après, où c'est un petit peu plus compliqué. Mais le moment de partir, ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai tenu à commencer le livre par ça, oui. Et c'est ce que je dis d'ailleurs à la fin de ce passage. On est déconcerté, en fait, par la simplicité avec laquelle on peut faire ça. Il y a beaucoup de mental avant, beaucoup après, je pense qu'on y reviendra parce que on a le temps de penser à plein de choses, etc., à ce qu'on a laissé et à ce qu'on découvre. Mais le moment du départ, le moment où on est capable de mettre toutes ses affaires dans le coffre d'une voiture et de partir, il est très grisant même, il est très exaltant ce moment et d'une étonnante simplicité, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as voulu quitter, toi ? Tu étais plutôt bien installée, tu avais une vie parisienne qui était a priori pavée de succès, avec un bon job, des amis. Qu'est-ce que tu as voulu fuir ? Quand je me suis installée à Paris, j'ai décroché un premier job dans la bande dessinée, donc très jeune, j'avais 22 ans. À ce moment-là, j'étais vraiment dans la découverte de Paris et dans l'amour de Paris. On va dire jusqu'à 25 ans, ça a été très riche. Et je garde des bons souvenirs de Paris. C'est plutôt, voilà, à partir de 25 ans, je dirais que ça a commencé à me questionner. Au fil des années, je commençais à me rendre compte que c'était pas vraiment ma vie. C'était comme un personnage que je m'étais construit pour survivre dans un milieu qui était quelque part un petit peu étranger à ce que j'étais, à ce que je ressentais. Aussi parce qu'il y avait une certaine forme d'excitation à avoir trouvé un travail aussi intéressant. On entend beaucoup que l'édition s'est bouchée et on m'a beaucoup dit que j'avais eu beaucoup de chance de décrocher un poste juste à la fin de mes études. Donc j'étais dans la réussite
J'étais dans la construction d'une carrière un petit peu exceptionnelle. Je voulais continuer à m'inscrire là-dedans sans forcément me rendre compte que j'étais en train de passer un petit peu à côté de moi. J'ai voulu quitter cette vie très construite qui n'était pas la mienne. C'était une vie un petit peu automatique dans laquelle j'étais depuis des années, un peu plus de 10 ans, très exactement. Je me suis rendu compte à 32 ans que c'était pas la vie dont j'avais envie, que c'était pas la vie dont j'avais rêvé enfant. À quoi ressemblait ton quotidien parisien ? J'imagine un quotidien parisien très classique dans ces milieux-là. J'arrivais au bureau, j'avais beaucoup de réunions, beaucoup de rendez-vous, j'étais tout le temps débordée. J'avais beaucoup de déplacements, de festivals, beaucoup de vernissages, beaucoup d'apéros, beaucoup de sollicitations et jamais de temps pour moi. Donc j'étais sans cesse en déplacement, les week-ends ça n'existait pas forcément, donc c'était un milieu assez mondain quand même. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou une lente remise en question ? Comment est venue ton envie de partir ? Il y a eu plusieurs déclics. Ça se fait jamais, je crois que ça se fait jamais en une fois. Il y a le fameux dernier déclic, mais pour moi, il y a eu plusieurs déclics. Il y avait un ras-le-bol, de toute façon. Comme j'ai dit, une sensation d'être un petit peu le fantôme de sa propre vie. Et puis, il y a eu un stage de surf. Alors, c'est un peu cliché, mais c'est comme ça. C'est mon frère qui m'a dit un jour, est-ce que ça te dit de venir faire un stage de surf avec moi dans les Landes au printemps ? Et donc j'y suis allée et ça m'a bouleversée, littéralement. C'est-à-dire que les sensations dans l'eau, en fait je me suis reconnectée à mon corps d'un seul coup et ça a été assez violent pour moi parce que je me suis rendu compte que pendant des années, je faisais fonctionner que ma tête. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un corps, que j'avais des sensations, et donc ça m'a reconnectée à ça, et ça m'a vraiment bouleversée. J'étais assez choquée, en fait, par ça, parce que d'un coup, il y a des souvenirs aussi qui sont remontés, des souvenirs d'enfance que j'avais enfouis, que j'avais oubliés. Et donc, je me suis dit, ah, mais c'est vrai, en fait, quand j'étais enfant, j'ai rêvé de cette vie-là. J'ai rêvé d'une vie proche de la nature, j'ai rêvé d'une vie plus sensuelle, on va dire, qu'intellectuelle. Et quand je suis rentrée à Paris, les réalités se sont inversées en fait. Je me suis dit, mais quelle est la part de réalité dans ma vie à Paris ? Est-ce que c'est ça ma vraie vie ? Ou est-ce que c'est celle des vacances ? Et ça a commencé, les réalités ont commencé à s'inverser comme ça. Et là, j'ai commencé à me mettre en action pour changer de vie. Tu parles de ton enfance et donc de ce qui t'attirait quand t'étais enfant. Tu avais envie de cette vie proche de la nature. Tu étais quel type d'enfant ? C'est une très bonne question parce que dans le livre, justement, je questionne les souvenirs. Et le fait de se dire, il y a des souvenirs qui nous sont propres et des souvenirs qui sont ceux racontés par les autres, par nos proches, par notre entourage. Et du coup, le souvenir sur le type d'enfant que j'étais, il est très flou. Je ne sais plus trop parce que par-dessus, il y a eu mes années de carrière à Paris qui m'ont un petit peu éloignée de mon essence, on va dire. Et du coup, c'est vrai que voilà, il y a un passage dans le livre où je dis que je ne sais pas si j'ai été cet enfant solitaire et plutôt introverti ou une enfant plutôt sociale et extravertie. Donc c'est intéressant en fait de voir comment on construit ces souvenirs-là sur une histoire qu'on se raconte, qu'on nous raconte. L'idée aussi, dans mon changement de vie et dans l'écriture de ce livre, c'est de partir à la rencontre de soi, de ses souvenirs, de son histoire, comment se réapproprier tout ça. Et comment jeter un regard nouveau, je sais pas, mais en tout cas de vérité sur l'enfance et sur les choix qu'on délaisse au fond des cabanes, comme je dis. J'ai lu dans le livre aussi des allusions aux attentats parisiens. Est-ce que ça a conforté ta décision de partir, de quitter Paris ? Oui, ça n'a pas agi comme un déclic parce que mon envie de quitter Paris était déjà là, très ancrée en moi. Mais c'est vrai que ça agit peut-être comme un accélérateur. C'est un événement qui m'a profondément bouleversée et qui a accéléré le processus. Parce que d'un coup, on se dit quelle est cette ville dans laquelle je vis, pourquoi je suis là, pourquoi pas moi. On remet tout en question en fait. En tout cas, moi, ça m'a questionnée et je me suis dit, voilà, j'ai 32 ans. Est-ce que j'ai envie de vivre dans cette ville ? Est-ce que j'ai envie de vivre ça ? Et je me suis rendu compte en me posant cette question que tout ce que ces attentats ont pu soulever comme question, elles étaient déjà en moi.
Moi, j'ai eu du mal à me raccrocher au je suis en terrasse, par exemple. C'est quelque chose dans lequel je me suis pas reconnue et qui me faisait du mal plus qu'autre chose. Donc j'ai un peu suivi le mouvement, je me suis forcée. Et moi, je me sentais pas bien du tout, en fait. En terrasse, j'y voyais aucune forme de résistance, j'y voyais pas de sens, en fait, par rapport à tout ça. Et je me suis rendu compte que, déjà, avant les attentats, j'aimais pas forcément m'asseoir en terrasse le vendredi soir. Et j'étais pas forcément dans cette injonction du vendredi soir pour oublier une semaine trop chargée, etc. Mais donc, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et questionné et qui a accéléré, c'est vrai, mon départ. Combien de temps tout t'a mis pour partir entre le moment où tu t'es dit je pourrais aller faire du surf à Hossegor, qui est une Hossegor, pardon, ce qui est une décision quand même assez radicale, et le moment où tu le fais? C'est assez flou dans ma tête parce que je me le suis dit et je me le suis répété de nombreuses fois pendant 10 ans. Mais on va dire qu'à partir du moment où ça a été clair et décidé dans ma tête, j'ai mis 1 an. Donc ça a été finalement, une fois la décision prise, assez rapide. Qu'est-ce qui aurait pu te retenir? Rien du tout. Parce que au moment où je pars, je suis déterminée. Pour moi, c'est vital de partir. C'est-à-dire que si je reste, je suis en train de devenir un zombie, quoi. Je suis en train de mourir de l'intérieur. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. C'est vraiment ça. Parce que j'étais en train de me détruire à petit feu ici. Parce que beaucoup trop de travail, beaucoup de représentation, beaucoup d'alcool, beaucoup d'abus pour tenir en fait le rythme. Donc beaucoup de café, beaucoup de cigarettes et beaucoup de lutte contre son propre rythme naturel, beaucoup de lutte contre soi-même. Donc j'étais épuisée de lutter contre moi-même. Et donc c'était vraiment une question de vie ou de mort. Alors ça paraît peut-être bizarre de dire ça. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Et c'était quoi ce personnage que tu t'étais construit alors? Il était comment? Dans mon métier, en fait, j'avais beaucoup de liens. C'était un personnage très social, très excentrique, un peu show-off peut-être même, pour exister, parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait exister, parce que je suis arrivée dans ce métier, j'étais quand même très jeune. Donc je reproduisais des schémas que j'avais observés, et ça me semblait être la chose à faire pour construire une carrière, pour pouvoir exister socialement. Et donc je me suis un petit peu enfoncée là-dedans. Déjà, je savais plus comment en sortir. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment moi? Et là, je me suis rendu compte que non, pas du tout, et que c'était assez effrayant de se nier, en fait, comme ça. Donc je me suis dit, il faut absolument partir. Partir avant tout à la recherche de moi-même. Qui est-ce que t'as mis dans la confidence de ton départ? Personne. En fait, j'en ai parlé à personne. Parce que c'était un cheminement que j'avais besoin de faire seule. Je redoutais que ce choix ne soit pas compris et ça s'est révélé vrai par la suite parce que personne n'a compris autour de moi, on m'a pris pour une folle parce que évidemment voilà, j'étais jeune, j'avais encore une belle carrière devant moi, j'avais gravi les échelons très tôt. Pourquoi je faisais ça? Donc on m'a pris pour une folle, on a pensé aussi que c'était temporaire, que j'allais revenir, que j'allais me casser les dents, que ça n'allait pas marcher, etc. Donc je pense que les gens l'ont pris plus comme un coup de tête et une année sabbatique, quoi. Je pense que personne n'a pris la mesure de ce besoin vital que j'avais de partir. Par exemple, au travail, comment ça s'est passé? T'es allé voir un jour les RH en disant bonjour, au revoir? En fait, il y a eu une réunion qui a agi aussi comme un déclic. Alors, il y en avait eu des milliers avant, mais je ne sais pas pourquoi, celle-ci a agi comme un déclencheur, parce que d'un coup, je me suis retrouvée comme sortie de mon corps, et comme si je m'observais dans cette salle de réunion où on débattait de choses qui me paraissaient complètement futiles, alors que je faisais un métier quand même assez intéressant. Enfin, je veux dire, je travaillais dans l'édition de bande dessinée, donc c'est un métier passion, si on peut dire ça comme ça. Et on était là dans cette salle de réunion à débattre de l'envoi des fichiers, s'il fallait envoyer des fichiers en JPEG ou en TIFF, bref. Et là, je repensais en fait à mon stage de surf et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là dans cette salle de réunion? Il fait très beau. Pourquoi je suis pas dehors en train de courir dans le sable et jouer dans les vagues, quoi. Et donc, j'ai pas pu tenir, donc j'ai quitté la réunion. Et là, je suis allée voir mon patron et je lui ai dit, voilà, je veux m'en aller. Et à partir de ce moment-là, ça a été très, très rapide parce qu'en fait, il a vu ma détermination et je pense qu'il a vu qu'il n'y avait aucun intérêt à garder quelqu'un qui est aussi déterminé à partir. Et ça a pris 3 mois. Donc ça a été très rapide.
Après, l'avantage, c'est que on avait des très bonnes relations et que du coup, ça s'est fait très rapidement et en bonne intelligence. Pendant ces 3 mois, tu l'as dit à personne ou quand même t'as prévenu quelques amis, quelques proches? J'ai prévenu quelques amis proches, mais ça se comptait sur les doigts de la main. Vraiment. Je pense que certaines personnes s'en doutaient parce que, et clairement, dans mon comportement, j'étais plus là et je préparais mon départ, mais je pense que ça arrive tellement souvent dans les milieux professionnels qu'il y a des moments où les gens se sentent pas bien, etc., qu'on se disait ça va lui passer. Mais je me suis jamais vraiment confiée à cœur ouvert sur la nécessité de ce départ et sur ce changement de vie. C'est vraiment quelque chose que je construisais seule. J'avais pas forcément envie d'en parler. Parce que je savais aussi quelque part que ça allait retarder le processus. On m'aurait retenu, etc. J'ai noté une phrase qui est dans ton livre. Tu dis « J'ai laissé dans la grande ville l'ambition et l'alcool, le dédain et l'impatience, les manteaux, les bijoux, les amis. » C'est beaucoup, mais à ce moment-là, pour moi, il n'y avait pas de compromis possible. Je suis pas vraiment une personne de compromis, de toute façon. Tout compromis, pour moi, m'aurait empêché en fait de mener ce projet à bien. J'avais pas envie d'en faire et j'avais vraiment besoin de couper avec tout ce qui se rapprochait de près ou de loin de ce monde. Donc, il y avait des choses plutôt positives, comme les amis, etc. Il y avait des choses évidemment négatives, comme tout ce que tu as cité, l'ambition, l'alcool, le dédain, l'impatience, parce que, pareil, j'étais en train de devenir non seulement quelqu'un qui n'était pas moi, mais en plus quelqu'un que d'extérieur, j'aurais pu détester. Alors partir, oui, mais du coup, partir pour s'installer dans un lieu où a priori il n'y a pas énormément d'emplois, pour faire du surf. Est-ce que tu as construit dans ta tête un modèle économique pour survivre? Qu'est-ce que tu t'es dit en partant t'installer à Hossegor? Déjà, j'ai mis à jour ma situation parce que j'avais des dettes quand même. Donc il fallait que je me remette un petit peu à flot. Il y avait ça. Ensuite, comme je décidais de donner une nouvelle impulsion à ma vie, évidemment, j'ai budgété cette nouvelle vie. J'ai eu l'opportunité de bénéficier du chômage, puisque j'ai négocié une rupture conventionnelle en partant. Et j'avais évidemment le projet d'écrire un livre. C'était ça l'idée principale. Évidemment, j'en ai parlé à personne. Parce que même quand je suis partie, c'était quelque chose de très personnel. Je ne savais pas où j'allais avec ça. Quand je suis partie, j'avais pas écrit une ligne, j'avais signé chez personne, donc je savais vraiment pas où j'allais. Je savais juste que j'avais envie d'écrire ce livre, que pareil, c'était un besoin vital et qu'il fallait que j'écrive sur cette expérience. Et du coup, comme je venais d'un milieu où on prévoyait beaucoup sur plusieurs années, je pense que j'avais aussi besoin de me remettre dans l'instant présent et de plus faire de plans à long terme et d'être vraiment dans ma nouvelle vie, dans mes sensations, d'écrire ce livre et de ne pas penser à la suite. Donc je me suis comme ça créé une bulle et je me suis reprogrammée pour petit à petit me remettre plus dans l'instant présent, moins prévoir, en tout cas pas de manière excessive, et pas m'enfermer dans des business plans de vie comme on a tendance à faire souvent. Et j'avais envie de rester sur vraiment l'énergie de l'écriture de ce livre. Et je dis souvent que si on a un plan B, le cerveau se repose quelque part. J'avais envie d'être vraiment à 100% dans l'écriture de mon livre et c'est ce que j'ai fait. Comment était le trajet? J'imagine que tu avais des petites palpitations partout. Tu t'es sentie comment? Assez excitée. Assez excitée. C'était vraiment extrêmement grisant d'être sur la route. Et j'ai retrouvé cette même excitation qu'on a enfant pendant les grands départs en vacances. Quand on charge toute la voiture, qu'on met le chien à l'arrière et qu'on est tout excité. C'était vraiment ça, on s'arrête sur l'autoroute, on est content. Et aussi, j'ai ressenti cette possibilité de me dire, voilà, j'ai toute ma vie dans le coffre, je peux aller où je veux. Donc j'ai été envahie d'un sentiment de liberté qui était libérateur pour le coup. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et alors l'arrivée à Hossegor, comment est-ce qu'elle se passe? Tu trouves un appartement, tu avais déjà localisé l'endroit où tu allais atterrir, comment ça se passe? J'avais déjà trouvé un appartement, j'avais fait un aller-retour en une journée très rapidement et j'ai pris le premier appartement que j'ai trouvé. Donc quand je suis arrivée, je me suis installée directement dans cet appartement. Pareil, dans ce même état d'excitation,
avec mes quelques cartons, hein, j'en avais pas plus de 10. Et voilà, j'étais chez moi au milieu de tous ces cartons et je me suis dit, voilà, je l'ai fait. Et c'était à la fois très excitant, assez vertigineux quand même. Et donc le surf, parlons un peu du surf, parce que c'est quand même ça que t'es parti faire. Donc t'avais des notions un peu de base en surf, donc tu t'es mis à en faire comme ça un petit peu tous les jours? Alors j'étais 100% débutante. J'avais fait juste un stage de surf d'1 semaine. Autant dire que dans le surf, c'est rien du tout, quoi. Donc j'étais vraiment débutante, mais j'avais une envie folle d'apprendre ce sport, d'apprendre de l'océan, d'être tous les jours dedans. Donc j'y suis allée vaillamment, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige même une fois. Donc ça, c'était assez formidable et je pense que j'avais besoin de ça pour me rebooter un peu, entre guillemets. Et je pense que j'avais ce besoin très fort en moi d'être dans la découverte, de découvrir quelque chose et d'apprendre quelque chose. Parce que au bout de plus de 10 ans de la même activité, on va dire, là, j'avais vraiment besoin de me mettre en situation d'être une débutante à nouveau. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre, il faut s'offrir l'ivresse d'un nouveau monde et se laisser conquérir par lui. Et ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc j'avais envie de m'accorder ça. Et dans l'eau, alors c'est pareil, c'est très cliché ce que je vais dire, mais j'ai senti une vraie renaissance. Parce que j'étais quelqu'un de terrestre, on va dire, et là, d'un coup, je découvrais l'élément marin, et surtout, je découvrais une sensualité liée à mon corps, liée à toute cette nouvelle vie dans la nature. Moi, j'ai très envie de savoir, le surf, comment ça se passe? T'as appris toute seule? T'as pris des cours? Quand je suis arrivée, je suis allée m'inscrire dans une école de surf que j'ai trouvée un peu au hasard. Je me suis laissée guider comme ça. Et là, j'ai senti qu'effectivement, il fallait prendre des cours. Parce que même au bout de, je crois que j'ai pris 20 cours de surf, le surf, c'est en fait un sport extrêmement ingrat. Il y a beaucoup d'échecs. Ça, c'est intéressant aussi sur soi. Et donc, j'ai continué avec le même prof avec lequel j'avais commencé, qui est toujours mon prof actuellement. Mais aujourd'hui, grâce à lui, je suis capable d'aller à l'eau toute seule, de connaître un petit peu mes capacités et mes limites. Donc, je jongle un peu entre des séances en club, parce que maintenant, je fais partie d'un club, et des sessions toute seule. Mais le fait d'avoir eu du temps, d'y être allée tous les jours, dans toute forme de conditions, a forcément accéléré mon apprentissage. Le fait aussi que j'ai pris beaucoup de cours. Et surtout, je pense que j'étais tellement dans un désir d'apprendre et de vivre que j'avais aucune peur. Donc j'allais vraiment, je me lançais dans n'importe quelle condition et j'avais pas forcément peur, même pas dans les grosses conditions, parce que quelque part, je savais ce que c'était que de retenir son souffle. Donc voilà, c'est une métaphore par rapport au fait que pendant plus de 10 ans, j'ai eu l'impression de retenir mon souffle et que quelque part, quelques secondes sous l'eau, ça me faisait vraiment pas du tout peur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ton livre. Tu écris « Avoir du temps surprend, on est tenté de le remplir, de l'employer. Je ne lirai pas Guerre épée, je ne regarderai pas les 96 films essentiels selon Spike Lee. » Alors quand on vient du monde de l'édition, comment est-ce qu'on lâche tout ça, la culture notamment, c'est ce que tu abordes, pour se reconnecter à la nature? Est-ce que ça fait pas un grand vide? Non, justement, c'est tout à fait l'inverse, parce que j'étais débordée par toutes ces sollicitations, par l'offre culturelle, qu'elle soit dans mon milieu professionnel ou dans le milieu parisien plus généralement. Et on entend souvent, et je le disais moi-même, des Parisiens, mais moi je veux rester à Paris parce que l'offre culturelle me rassure, quelque part. Et donc, on est très sollicité et on s'en rajoute sans cesse en faisant, alors je sais pas si pour vous c'est le cas, mais en se faisant des listes de, c'est ce que je dis dans le roman, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Donc c'est ce toujours plus qui m'assommait, qui m'écrasait. Et je me rendais compte qu'en plus je consommais ça, comme je consommais de l'alcool, comme je consommais du café, des cigarettes, en fait, une espèce de nourriture comme ça, et qu'on digère même pas parce que voilà, on en avale trop. Et j'avais vraiment besoin de me déculturaliser, de me désintellectualiser pour me reconnecter vraiment, repartir en fait de moi. Voilà, si je fais le vide, vers quoi je me tourne vraiment? Est-ce que ça, finalement, ça me plaît
Ou est-ce que c'est parce que j'appartiens à ce milieu culturel et social que je me tourne vers ça, etc., etc. J'ai vendu tous mes livres d'ailleurs avant de partir. Chez moi, j'ai pas internet. Et donc, je me suis coupée comme ça de tout pour me tourner à 100% vers l'élément naturel, que ce soit l'océan ou la forêt. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de vélo, beaucoup de randonnée. Et j'avais besoin de voir ce qui restait en moi. Alors, j'aime pas cette expression « faire le vide », finalement, parce que pour moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir fait le plein. Donc ça fait 2 ans que tu es partie. Est-ce que tu as l'impression là, d'être plus en phase avec toi-même? Donc tout ce que tu étais venue chercher, est-ce que tu l'as trouvé? T'en es où là? Oui, je me suis rencontrée, je pense que c'est un grand mot, mais en tout cas, je me suis retrouvée. Et toute cette expérience, ça a été tout bêtement le chemin vers moi. J'avais pas une liste établie de ce que j'étais venue chercher. J'avais pas de liste en me disant, voilà, je suis venue chercher la paix, le bien-être, etc. Évidemment, ça advient, puisque j'ai fait un chemin vers moi, ça m'a apaisée, j'ai évidemment trouvé la paix, c'est ce qu'on voit à la fin du livre, je spoil pas trop je pense en disant ça. C'était pas volontaire, j'étais pas en recherche de quelque chose, mais finalement j'ai trouvé beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que tu as trouvé? Mais je me suis trouvée moi, déjà, ça c'est important. J'ai retrouvé ma passion pour l'écriture, que j'avais quand j'étais enfant, j'ai retrouvé mes souvenirs d'enfant, j'ai retrouvé mon corps et les sensations qui nous procure. Et j'ai trouvé la joie. C'est un mot avec lequel on n'est plus trop familier. Enfin, moi, en tout cas, il était devenu étranger à moi dans ma vie parisienne. Et on va dire, passé la première année où j'étais dans la découverte, dans la joie, justement, de toutes ces sensations retrouvées, etc., je me suis rendu compte qu'en quittant tout, il y a des choses quand même qui me suivaient. Et il y avait des blessures qui étaient enfouies en moi. J'avais pas eu le temps de regarder en face à Paris. Et là, ça m'a permis, en fait, d'y avoir accès. Comme mon adoption, par exemple. Regarder aussi les 10 dernières années, les voir comme quelque chose de flou, comme une série télé dont on se souviendrait vaguement, mais dont on ne sait plus trop qui sont les personnages, etc. Sur le moment, c'était assez déprimant pour moi. Donc au bout d'1 an, j'ai eu un petit passage, même un gros passage à vide, parce que voilà, j'ai été envahie de questions profondes que j'ai dû régler. Là, j'avais pas le choix d'un coup. Donc tu les as réglées? Régler, c'est un grand mot, parce que pour moi, on vit avec tout le temps, mais en tout cas, je suis en paix maintenant avec ça. Dans le livre, tu évoques le fait que tes parents, au début, n'ont pas compris ton choix. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est réglé après? Ça a été long, ça a duré un peu moins d'1 an. Mais ça s'est réglé, oui. Ça s'est réglé parce que j'ai essayé de me mettre à leur place. Et je me suis repassé le film aussi de la façon dont j'avais tout quitté, qui était extrêmement violente, parce qu'elle était témoin de la violence que je portais en moi. Forcément, j'ai reçu la violence que j'avais envoyée. Au bout d'1 an, c'est vrai que j'ai ressenti le besoin de faire la paix, d'être en paix avec ça. J'étais déjà de toute façon inscrite dans ce processus de paix. Et surtout, c'était un moment où je vivais une solitude. Alors pendant la première année, elle était très choisie. Et puis très vite, elle commençait à être un peu subie. Et je me suis dit, j'ai pas envie de sentir cette solitude-là. J'ai pas envie de me sentir seule d'un point de vue négatif. Voilà, j'ai envie de les comprendre, j'ai envie de partager cette expérience avec eux. J'ai aussi envie qu'ils comprennent. Mais pour ça, c'était nécessaire aussi que moi, je leur explique ce qui s'était passé en moi. Donc on échange. Finalement, il n'y avait pas eu d'échange. Et je me rends compte que je leur en ai voulu alors que moi, j'avais rien dit. Et c'est là que j'ai commencé à reprendre contact avec eux. Je leur ai parlé de ce projet de livre, etc. Et on a beaucoup parlé comme ça. Et c'était intéressant. Je pense que cette expérience a été bénéfique pour eux comme pour moi dans notre relation. Une question qui me semble fondamentale dans ces grands départs, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là avec la vie sociale? Est-ce que tu as recréé un groupe d'amis? Est-ce que la vie sociale et la vie amoureuse d'ailleurs? Est-ce que les gens viennent te voir aussi souvent qu'ils l'avaient dit? Qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle vie en termes de relations avec les autres? Moi, je suis partie dans une idée de solitude. Donc je suis partie en coupant quasiment tous les ponts avec Paris. C'est pas une peur qui m'habitait, ça, d'être seule. Au contraire, j'avais envie d'être seule. Et puis ça s'est fait naturellement, par le surf, par aussi peut-être mon parcours de vie. J'ai rencontré aussi des gens qui avaient tout quitté, qui avaient changé de vie, etc. Donc ça s'est recréé tout doucement, tout naturellement. Tout quitter pour partir s'installer au bord de la mer, je pense que c'est un rêve que beaucoup de gens partagent, particulièrement au retour des vacances,
où on se dit tiens, ce professeur de surf, il a quand même l'air vachement plus heureux et vachement moins stressé que moi, ou bien cette fille qui vend des paréos, finalement, si c'était moi. Évidemment, 99% des gens le font pas. Donc toi, tu l'as fait, tu as sorti ton livre, que c'était ton objectif. Qu'est-ce que tu comptes faire les prochaines années ? Comment est-ce que tu comptes vivre ? Est-ce qu'il est possible, quand on vient donc d'un milieu plutôt culturel, avec des métiers qui peuvent être exercés qu'à Paris, de se réinventer ailleurs ? Et comment et à quel prix ? Alors c'est intéressant que tu parles de l'été, etc. parce que moi j'ai ressenti ça quasiment tous les étés pendant ma carrière. C'est-à-dire que à la fin de chaque vacances, les pieds dans le sable ou les pieds dans l'herbe, je mettais en place des stratégies en me disant voilà, mais comment je pourrais faire pour vivre comme ça toute l'année ? Puis bon, à chaque fois, j'échouais. Ces stratégies n'ont jamais vu le jour, mais ça a commencé comme ça. Et pour moi, quand on se dit ça, c'est assez fort quand même. C'est-à-dire qu'on vit un moment qu'on a envie de prolonger. Et je me dis ça, il faut l'écouter quand même. Donc effectivement, beaucoup de gens le nient. Et moi, j'ai tout mis en place pour pouvoir vivre comme ça. Alors après, il faut pas se méprendre. Cette nouvelle vie, c'est pas des vacances à l'infini. Moi, je me lève très tôt le matin. J'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai tout quitté, parce que j'écris énormément tous les jours. Quant au futur, moi, je me suis tellement reprogrammée et j'ai tellement appris à vivre dans le présent, dans le moment présent, que c'est pas que je me laisse guider parce que je suis pas dans une passivité, mais je pense pas à long terme. Évidemment, j'ai des projets. J'aimerais beaucoup pouvoir vivre de ma plume. Alors ça, l'avenir nous le dira, mais je suis pas en panique parce que pour moi, toutes les décisions qu'on prend d'un endroit où on a peur, elles sont pas bonnes pour nous. Donc j'ai plus envie de recréer ce système-là. J'ai plus envie de me laisser guider par mes peurs. Et à Hossegor, dans cette nouvelle vie, j'ai rencontré beaucoup de gens qui vivent différemment, qui sont saisonniers, qui voyagent le reste de l'année, qui trouvent une façon de pouvoir vivre sans être dans le système métro, boulot, dodo, quoi. CDI et PEL sur 10 ans. Donc maintenant que je suis sortie de ce système-là, j'ai plus la mentalité de ce système-là. Donc je vais pas faire des plans à 10 ans, je suis pas inquiète pour l'avenir. Je mets en place des choses, on va dire, pour continuer ma voie dans cette nouvelle vie. C'était un entretien mené par Laurence Vélier et réalisé par Sidney Clazan. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.